Pendant 1 heure, on va parler réseaux sociaux, on va parler influenceurs, on va parler de santé. C'est des sujets évidemment qui nous interpellent parce que depuis quelques années, on l'a vu, les réseaux sociaux ont envahi nos écrans. Et en matière de santé, on en a fait les frais aussi pendant la période Covid avec les fake news, avec les fake med, dont vous avez toutes et tous entendu parler. Alors, pour parler aujourd'hui de ces sujets-là extrêmement importants et qui prennent le pas dans le monde de la santé, on a invité 4 influenceuses et influenceurs, 4 personnalités du monde de la santé qui parlent sur les réseaux sociaux, qui parlent par différentes voies de communication de santé, de manière très différente les uns les autres. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors avec nous, on a Marine L'Orphelin. Marine L'Orphelin qui est médecin généraliste en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui est Miss France 2013. Merci Marine d'être là. Léa Moukanas juste à côté. Léa qui a créé la fondation AIDA, qui aide les patients au quotidien dans les services de santé qui font de l'oncologie. Léa qui a créé aussi le Collège citoyen de France, collège citoyen qui forme et informe nombre de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein, dont moi, qui est extrêmement intéressant, qui a écrit 2 bouquins déjà. Voilà, merci beaucoup Léa d'être là. Jules Fougère. Jules Fougère, c'est un pédiatre urgentiste au CHU de Rouen. Merci Jules d'être ici et on parlera aussi de tout ce que vous faites en la matière. Et puis Laurent Belin qui est Lolo le soignant, qui est aide-soignant au CHU de Montpellier et qu'on voit très souvent sur nos réseaux sociaux et qui a envahi un peu la toile. Merci à vous 4 d'être là et je vais vous passer tout de suite la parole en vous posant une question simple à tour de rôle et de manière assez courte. Qu'est-ce que vous faites en la matière sur les réseaux sociaux et en matière de santé et comment vous avez eu l'inspiration de faire tout ça? On va faire dans l'ordre si ça vous va. Marine d'abord. Bonjour à tous. Je m'étouffe pile au moment où il faut parler. Alors pour répondre à la question, moi j'ai commencé à parler de santé alors que j'étais déjà suivie et connue sur les réseaux sociaux via Miss France. Et j'ai commencé à en parler parce qu'en fait j'avais beaucoup d'étudiants qui me suivaient pour les études de médecine et qui étaient curieux de savoir ce qui se passait vraiment à l'envers du décor, dans l'envers du décor. Donc j'ai commencé à parler des études, des stages à l'hôpital, à montrer mon quotidien. Et forcément, après, derrière, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement en fait, pour la santé, d'une manière générale, à avoir plus d'informations. Et donc j'ai commencé à transformer un petit peu mes contenus. Et j'ai commencé à faire passer de l'information en santé. Donc étant médecin généraliste, je parle beaucoup de médecine générale. Donc je parle de tous les sujets. Et je m'intéresse particulièrement à la prévention, donc je parle beaucoup de sport, d'activité physique, d'alimentation, de santé mentale, de bien-être, voilà, globalement. Merci Léa. Merci beaucoup. Alors nous, on a commencé à parler de santé sur les réseaux sociaux au moment où AIDA s'est créé il y a 8 ans. Tu l'as dit, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a démarré quand on avait 15 ans. L'idée, c'était d'engager pour la première fois des jeunes dans le domaine de la santé. Et donc, on a commencé à recruter les jeunes sur les réseaux sociaux. On racontait ce qu'on fait. Et il y avait des centaines, puis des milliers de jeunes qui nous ont rejoints en ligne. Aujourd'hui, on engage plusieurs dizaines de milliers de jeunes qu'on forme à intervenir dans les hôpitaux. Et on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, c'était une super façon de pouvoir informer ces jeunes, de pouvoir faire passer des messages d'information et de prévention en santé. Donc ça a été notre premier biais d'engagement sur les réseaux sociaux en santé. Et le deuxième, c'est que parmi les jeunes qu'on forme et qu'on engage tous les jours, on a beaucoup de créateurs de contenu, donc des jeunes qui ont commencé à être formés sur le terrain avec nous et qui ont commencé à avoir une audience importante sur les réseaux sociaux. Je pense aux influenceuses Paola Locatelli, Juste Zoé, qui ont 3 millions aujourd'hui de followers sur les réseaux sociaux et qui sont des super façons de faire passer des messages d'information qu'on vérifie, qu'on construit ensemble avant, et on en parlera sans doute tout à l'heure. Jules. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai décidé d'ouvrir une page Instagram quand j'étais en stage aux urgences pédiatriques et qu'au bout de 3 heures, j'avais déjà dit au moins 10 fois à des parents que la fièvre à 40, c'était pas plus grave qu'une fièvre à 38 et que ça ne nécessitait pas forcément une consultation aux urgences dans la journée. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire des vidéos pour
que ces messages n'atteignent pas juste les gens qu'on voit en consultation, mais le plus grand nombre de personnes possible. Donc ça a commencé comme ça, et puis ensuite on a fait des vidéos avec mes nièces par exemple pour montrer le massage cardiaque chez un enfant qui se noie ou la fausse route avec une cacahuète. Et après l'idée, bah, voilà, c'est de continuer à donner aux parents et au grand public les petits tips qui permettent de répondre à la santé, aux problèmes de santé chez son enfant. Voilà. Merci Laurent. Ben, bonjour tout le monde. Donc moi en fait, on va dire que je fais plutôt de l'humour sur les paramédicaux, on va dire je détourne les situations un peu cocasses. J'essaye de faire ressortir un peu l'envers du décor. Et moi j'ai démarré, en fait, je dirais quand le Covid est arrivé, c'était un petit peu dur pour un peu tout le monde. Et je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos sur le médical, sur le paramédical, et ben les gens adhéraient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à en faire, et du coup je me suis spécialisé. Et du coup il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages en me disant ça nous fait du bien, ça nous aide. Et du coup j'ai continué, et je suis là aujourd'hui. Voilà. Eh ben, on est ravis que vous soyez là. Merci en tout cas d'avoir accepté. Alors premier point, premier sujet dont on peut parler, c'est l'information, les réseaux sociaux et Internet. Je le disais en préambule, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés avec des fake med, avec les fake news actuellement qui ont pris le pas sur l'information. Comment faire aujourd'hui et comment faites-vous aujourd'hui pour avoir des contenus qui soient de qualité, qui soient des contenus qui soient vérifiés, et évidemment qu'on ne prête pas le principe des anti-vax et des sujets difficiles du moment. Comment vous faites pour essayer d'informer vos publics, parce que sur un réseau social, on a évidemment son public à soi. Et c'est vrai qu'on a un cercle parfois assez fermé. L'idée, c'est quand même de l'ouvrir au maximum. Et vous quatre, on vous a invités parce que vous avez réussi finalement à franchir le pas et à dépasser les frontières du cercle d'amis, du cercle familial ou du cercle des personnes qui vous suivent pour aller plus loin. Et c'est ça qui était intéressant aujourd'hui. Alors comment vous faites et quel est votre rapport aux fake news, aux fake med, à l'information et à la formation ? Il n'y a pas forcément d'ordre, hein. Vous pouvez y aller dans l'ordre qui... Déjà, je pense qu'il y avait un réel besoin d'information en utilisant ces nouveaux canaux des réseaux sociaux qui sont apparus il y a une quinzaine d'années. À l'époque, il existait seulement les forums de discussion qu'on ne va pas citer, mais on voit très bien lesquels, sur lesquels il y avait déjà beaucoup, de tout et de rien. Beaucoup de fake news, de clichés, beaucoup de fausses informations. Et donc, se servir des réseaux sociaux, c'est vrai que c'était pas évident au début de se dire qu'on pouvait les utiliser comme vecteur d'information utile et précise. Alors qu'en fait, c'est un canal d'information qui est utilisé au quotidien, qui est très facile d'accès pour toutes les populations. Moi, je vois sur les gens qui me suivent, en fait, j'ai tous les âges, ça commence vers 13 ans, 12-13 ans, jusqu'à 60-70 ans. Donc finalement, on touche quasiment toute la population grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà, il y avait, je pense, un vrai besoin d'information déjà à la base. Et après, notre boulot à tous aussi, c'est, je pense que si on est sur les réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'on aime ça. Et donc, on peut faire une veille un petit peu de l'information, de ce qui passe sur les réseaux sociaux, s'en saisir assez rapidement pour répondre à ces fameuses fake news. Et je pense que le gros atout des réseaux sociaux, c'est d'utiliser le lien avec notre communauté. Donc, on peut leur poser des questions, leur demander quelles sont leurs interrogations sur telle thématique pour essayer d'y répondre vraiment précisément. Donc, savoir en fait les informations dont les gens ont besoin, ce qu'ils ne comprennent pas, et vraiment essayer après de leur répondre, bien sûr, toujours avec des sources fiables, en se servant des recommandations officielles, des avis d'experts, etc. Et comme médecin et Miss France, est-ce que vous êtes sollicité pour des démarches commerciales ou des démarches de ce type-là fréquemment ? Oui, je suis sollicitée avec des démarches commerciales derrière, mais je l'assume complètement, j'ai toujours assumé, je suis très transparente là-dessus. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui permettent de montrer si on est rémunéré pour telle et telle prise de parole. Donc moi, je l'assume totalement. Après, il faut le faire dans les règles de l'art et des règles d'éthique en tant que professionnel de santé. Donc moi, par exemple, j'accepte de communiquer pour une marque ou
voilà, un institut ou peu importe, s'il y a un message de santé à faire passer derrière. Je ne vais pas promouvoir un produit directement, on va se servir de cette marque pour faire des vidéos de sensibilisation, pour faire passer des messages de santé publique, pour voilà, rappeler aux gens, je ne sais pas, de faire leur dépistage par frottis, de mettre de la crème solaire pour se protéger la peau. Enfin voilà, c'est toujours des messages de santé derrière. En tout cas, moi, je le fais comme ça. Merci. Alors nous, la cible qu'on touche particulièrement, c'est les 13-25 ans. On a fait une étude l'année dernière pour comprendre ce que les 13-25 ans cherchaient sur les réseaux sociaux et comment est-ce que les 13-25 ans s'informaient en santé. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que c'est un âge qui n'est pas très réceptif aux messages d'information et de prévention, parce que c'est l'âge où on sent invincible, où on n'est pas vulnérable, et c'est important que ça continue de le rester. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait passer ces messages d'information et de prévention à ces jeunes-là. De l'étude également qu'on a portée, on s'est rendu compte qu'ils s'informaient particulièrement sur les réseaux sociaux et qu'il y avait vraiment l'enjeu de leur fournir une information qui soit fact-checkée. Donc on a créé chez nous un comité d'experts. Donc on a des professionnels de santé et on a aussi des patients et des anciens patients qui font partie de ce comité expert. Et moi je crois au partenariat qui peut exister entre les deux, qui fact-check toutes les informations qui nous permettent de répondre aux questions que les jeunes nous posent. Et après tout ça c'est publié en ligne par notre biais et par le biais d'influenceurs avec qui on peut faire des collabs. Merci. Moi, je rebondis juste sur votre question sur les fake news, parce que là, je pense qu'on va arriver dans une période où il va y avoir une fake news qui va ressortir de façon assez importante et que vous avez probablement tous déjà entendu. C'est cette histoire de noyade sèche. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Tous les étés, cette fake news ressort et malheureusement, les médias ne checkent pas forcément tout simplement l'idée et les sources. Dites-nous tout. Eh ben justement, l'idée c'est quoi? Quand on crée une vidéo sur Internet, c'est pas de juste donner son avis, c'est d'aller sur PubMed ou d'aller sur des sites où on peut faire de la bibliographie, de rechercher les articles qui ont été publiés dans le monde, pas qu'en France, pas que dans notre ville, et ensuite de créer une vidéo pour expliquer aux gens, voilà la news, qu'est-ce qui est faux là-dedans et qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre. Donc, par exemple, la noyade sèche. La noyade sèche est un terme qui n'est pas médical, c'est un mauvais terme qui est mal utilisé depuis plusieurs années et on ne peut pas, comme dit dans certains médias, mourir 4 jours après avoir bu la tasse. Et malheureusement, à cause de ces fake news, on a des patients qui arrivent aux urgences en nous disant « Mon enfant a bu la tasse dans le bain, je viens, et là il est en train d'éclater tout dans la salle d'attente, mais je viens parce que j'ai peur qu'il se noie demain. » On en revient à des consultations un peu what the fuck et on se dit mince, c'est à nous sur les réseaux d'aller à l'encontre de ça. Donc c'était un petit exemple de fake news. Laurent, à l'égard notamment des paramédicaux, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de vidéos très humoristiques. Exactement. Mais on sait que dans les antivax, on a eu pas mal aussi de soignants et parfois des aides-soignants aussi. Ouais, alors je voulais rebondir un petit peu sur ce qui se dit depuis tout à l'heure. Je pense que maintenant on est dans une société où on est des consommateurs de vidéos. Et moi ce que je trouve intéressant, après c'est pas mon créneau à moi, mais surtout mes camarades, c'est que eux c'est des références. Et je pense qu'il est important maintenant sur la toile, c'est d'avoir des gens référents. C'est-à-dire ils nous donnent de bonnes informations, de vraies informations. Et justement, je pense que maintenant c'est en train de se démocratiser. Et ils essayent, je pense maintenant on va dire il y a YouTube qui essaye d'avoir des bonnes informations. Et c'est ce que je trouve plutôt pas mal. Après, voilà. Et comment c'est perçu dans votre établissement? Parce que vous êtes dans un CHU. Est-ce que les gens vous connaissent? Est-ce que vos collègues vous connaissent? Ou est-ce que vous êtes connu juste au plan national plus que dans votre établissement? Très souvent dans les hôpitaux, on ne sait pas ce qu'on fait dans le service d'à côté. Et ça arrive extrêmement souvent. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vous êtes une star dans votre établissement? Alors, connu, c'est un grand mot. Une star, c'est un autre grand mot. J'en suis pas là. Hein. Non, après, moi, je pars du principe que moi, ça me fait rire. Ça fait rire mon entourage. Ça fait rire mes copains. Ça fait rire mes collègues. Si ça va plus loin, c'est encore mieux. Parce que j'ai démarré comme ça et je fais continuer toujours comme ça. Je veux pas me prendre la tête. Voilà, ça a pris, tant mieux pour moi. Mais je veux que ça reste simple. Et après, ce qui est cool, je vais dire dans mon établissement, c'est que justement, ils sont hyper ouverts. Après, moi, j'ai toujours été hyper transparent. J'ai été transparent de A à Z, je l'ai dit directement à mes cadres. Après, j'ai appelé le service communication pour voir ce que je pouvais faire ou pas faire. Parce que ça m'est arrivé de faire un peu de télé et des fois, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de dire.
Donc j'ai demandé l'autorisation. Après, j'ai le gros avantage, c'est que ma femme est dans la communication. Donc ça m'a aidé de ouf. Non, mais ça aide énormément parce que je dis ça, on en rigole, mais je dis ça, mais quand t'es pas du milieu, tu sais pas. Tu sais pas ce que tu as le droit de faire, tu sais pas ce que tu n'as pas le droit de faire ou ce que tu as le droit de dire. On s'en rend pas compte, mais quand tu vas sur un plateau et tu dis bonjour, je me présente, Laurent, je travaille aux urgences au CHU de Montpellier, tu les as pas prévenus, eux ils ont peut-être pas envie de s'identifier à toi. Donc c'est pour ça, je pense que on en parlait encore avec la com, mais je pense que maintenant les réseaux ça va tellement vite, faire une story ça va tellement vite, les gens sont pas assez informés de ce que tu as le droit de dire ou pas le droit de dire. Et moi je pense qu'il faudrait justement sensibiliser un peu plus les gens. Et vous faites ça avec vos propres moyens, j'imagine, avec votre portable, Je fais tout avec mon téléphone. C'est mon meilleur ami, ça. Il y a tout dedans. Et Jules, est-ce que vous êtes connu au CHU de Rouen? Alors moi c'est marrant, c'est les parents qui me reconnaissent aux urgences régulièrement, mais bon c'est le jeu. Sinon, alors au début c'est toujours un peu particulier parce que quand on commence comme ça, on accepte de se mettre en avant, donc c'est pas accepté par tout le monde, ou en tout cas forcément on n'a pas forcément toujours des retours qui sont à 100% bons, mais l'important c'est de montrer que voilà, on est sérieux dans ce qu'on fait, on peut essayer de rigoler mais on doit être sérieux, on se doit donner les bonnes informations, on se doit de pas dire de bêtises parce que sincèrement dès qu'on dit une bêtise ça se sait en très peu de temps et on doit tout de suite corriger ce qu'on a dit, donc faire attention à ce qu'on dit, en effet tenir au courant la communication des CHU parce qu'ils sont très à cheval là-dessus et ils ont raison, donc pareil moi j'ai dû les rencontrer le directeur etc pour savoir ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais pas le droit de faire. Après personnellement je filme quasiment pas à l'hôpital, c'est pratiquement que chez moi parce que ça enlève un peu tout ce qui est anonymat etc où bien sûr là il faut faire attention et évidemment on parle pas de patients ou en tout cas on fait que l'anonymat soit complet, même si on raconte un cas clinique par exemple sur une appendicite ou sur je sais pas moi une méningite, on va évidemment changer l'âge du patient, le nom du patient, le sexe du patient, pour juste essayer que les gens s'identifient, mais sans connaître qui est vraiment la personne. Voilà. Mais en tout cas, ça commence à être bien reçu maintenant, puisqu'on essaye même de faire des vidéos en collaboration avec le CHU où je travaille. Et comme vous le savez, on a toutes et tous, dans tous nos établissements publics et privés d'ailleurs, on a beaucoup de problèmes d'attractivité, de fidélisation de personnel, de tous les personnels soignants, beaucoup de problèmes de recrutement d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins parfois, dans certaines spécialités. Est-ce que, comme influenceur, est-ce que comme personnalité publique, est-ce que vous pensez que vous donnez une bonne image, que vous arrivez à attirer Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir en disant ça me donne envie de faire la même chose que vous, de travailler, de faire ces métiers-là, de faire ces études-là? Est-ce que vous avez des messages de ce type-là? Énormément, tous les jours, de la part de jeunes étudiants en médecine ou même d'internes qui se posent des questions sur leur orientation. Moi, c'est vrai que je ne pensais pas initialement devenir médecin généraliste. J'ai découvert le métier sur le terrain, en stage, et c'est ça qui m'a donné le coup de cœur. Et je pense qu'il y a eu énormément de préjugés autour de la médecine générale. En plus, aujourd'hui, dans les médias, on entend que le métier est voué à mourir, ou en tout cas nos conditions de travail sont très difficiles, ce qui est vrai en partie, mais il faut quand même rappeler tous les atouts de notre métier, parler justement des conditions d'exercice, de toutes les opportunités qu'on a d'exercer, notamment à l'hôpital. Et donc oui, moi je pense, je sais en tout cas avoir rassuré des jeunes sur leur orientation et leur choix de médecine générale. D'autant plus que j'ai fait des stages en Outre-mer, donc j'ai pu faire découvrir aussi l'exercice en Outre-mer, et ils ont aussi besoin de recruter là-bas, comme partout, quoi. Et Laurent, sur les métiers paramédicaux, vous pensez que ça attire, que ça peut permettre en tout cas à certains de se dire j'ai envie de faire des métiers de la santé qui ont plein d'avenir et avec beaucoup de difficultés actuellement, et pour rentrer dans les écoles et pour garder surtout nos soignants? Alors oui, moi c'est pareil, je reçois plein de messages en me disant ouais, j'ai envie de faire comme vous, je veux rentrer à l'école d'aide-soignant ou d'infirmier. Après, moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est que grâce au réseau qui arrive, c'est que ça donne un petit coup de jeune aux établissements aussi. Parce qu'ils sont un petit peu poussiéreux. Et du coup, ça redonne un petit coup de boost. Tu te dis que l'établissement est quand même assez moderne parce que... Non mais c'est vrai, après on va pas faire langue de bois. Mais du coup, les gens se disent, bah voilà, si l'établissement accepte ça, c'est qu'en fait, voilà, ils sont quand même super ouverts. Bah, c'est le cas. Bah, chez moi, c'est le cas. Partout pareil. Bah, pas partout, mais chez eux aussi. Et du coup, je me dis, bah, les gens se disent, ouais, bah, j'ai envie d'aller bosser chez vous et avec vous. Bon, ils peuvent pas tous bosser avec moi, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais
ça serait chiant. Mais non, mais je trouve que c'est une ouverture d'esprit, ça ouvre la tête en fait. C'est bête, mais je trouve que ça donne une meilleure image aux établissements, au CHU. Oui, c'est vrai, c'est une question d'image aussi, d'attractivité, de marque employeur, comme on dit. Voilà. Et Jules, vous allez susciter des vocations aux urgences pédiatriques? Alors, aux urgences On a un pédiatriques, besoin pourquoi aussi. pas? Ouais, bien sûr, on a un besoin. Alors, comme Marine, il y a des étudiants ou même des lycéens qui m'écrivent en me demandant des conseils pour faire ce que je fais, parce que je trouve que ce qui est important aussi, et ce qu'on essaye de faire en tant que créateur de contenu, alors ça c'est un peu discutable, hein, mais nous on le fait un peu tous, c'est aussi montrer qu'il y a une vie à côté, que soignant c'est compliqué, mais que c'est aussi bien de vivre à côté, c'est bien de voyager, c'est bien de bricoler, c'est bien de faire du sport, et que du coup les gens ont plus tendance à s'identifier quand on va en plus de faire que de la vulgarisation pure et de parler du travail, dire moi aussi le soir quand je rentre, j'en ai ras-le-bol en fait de ma journée aux urgences, j'en ai ras-le-bol de mes gardes, et je peux m'autoriser et je vais courir ou je vais bouffer au resto, et voilà, le fait de montrer un peu que la vie de soignant c'est compliqué mais il y a autre chose à côté, et je trouve que ça permet de faire que les gens se rassurent et se disent ok, en fait ça donne quand même envie, mine de rien. Ouais, il y a une vraie vie derrière ça. D'ailleurs, il y a le docteur François-Xavier Moronval qui est dans la salle et qui est doc FX et qui fait très bien ça entre ses formations excellentes sur la médecine d'urgence et cacahuètes de temps en temps. Donc, merci FX. Léa, à l'égard des patients, parce que toi c'est plutôt à l'égard des patients, quel est ton rapport avec les associations d'usagers, avec les patients, notamment en oncologie, mais Oui. pas que, avec ton association Peut-être juste pour rebondir sur les vocations avant de répondre à ta question, Yann. Nous, tu parlais de communauté tout à l'heure. La particularité de notre communauté, c'est que c'est des jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par la santé au départ, qui viennent par le biais de l'engagement. Et en fait, par tous les messages et tous les contenus qu'on va pouvoir diffuser sur le compte d'Aïda, on va ouvrir les portes de la santé, ouvrir les portes de l'hôpital à ces jeunes-là. Et on a fait une étude où on a demandé aux jeunes qu'est-ce que ça avait changé. Il y a 9% qui disaient moi, ce qui m'intéressait en suivant Aïda, c'était la santé au départ. Et au bout de 3 ans, il y a un jeune sur 2 qui dit tiens, moi je me demande si j'ai pas envie de faire de la santé mon métier, soit en étant professionnel de santé, soit en intégrant une boîte ou une instance publique qui fait de la santé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un sujet de se dire tous ces jeunes qui peuvent se sembler éloignés de la santé ou pas concernés, parce que quand on est jeune, c'est pas notre préoccupation première. L'idée, c'est comment on va aller chercher et comment on leur montre que leur place, ça peut aussi être là. Et je pense, pour rebondir sur ta question, que les patients et les usagers et les patients ont un rôle important à jouer là-dessus. Un rôle d'information aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus qui racontent un peu leur vécu en ligne. Et moi, je crois beaucoup à la collaboration qu'il peut y avoir entre des associations comme nous, des patients et des professionnels de santé. On a créé une formation pour former des patients à mettre des mots sur leur vécu de la maladie, à pouvoir diffuser leur vécu aussi en ligne sur les réseaux sociaux. Et moi, ce patient, que certains appellent patient expert, que d'autres appellent patient partenaire, j'y crois beaucoup pour la suite de la santé. Et tu as raison, patient partenaire, c'est essentiel. Est-ce que dans votre expérience à tous les quatre, parce que là on parle beaucoup de votre visibilité sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez subi des contre-coups? Est-ce que vous avez subi des attaques? Parce qu'on en a subi beaucoup pendant ces périodes, notamment Covid et post-Covid, et notamment sur la vaccination. Est-ce que vous connaissez ça, ou alors est-ce que c'est vraiment très minime et finalement ça compte pas beaucoup? Alors moi je dis toujours, les soignants, c'est des soignants. En général, c'est plutôt des gens bienveillants. Et personnellement, j'en ai très peu eu. Et c'est vraiment sur des cas de figure en particulier, mais ça m'est très, très rarement. Autrement, les gens sont plutôt cool, sont plutôt accessibles. Voilà, déjà, s'ils nous suivent, c'est qu'ils aiment ce qu'on fait. Puis en général, le médical, c'est quand même assez particulier. Donc, je veux dire, sur les réseaux, il y a tellement de vidéos. Le médical, il faut que ça t'intéresse. Je trouve que c'est très spécifique quand même. Donc, si ça t'intéresse pas, de toute façon, tu swipes, quoi. Mais dans l'ensemble, non, pas trop, non. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Laurent. Je rajouterais quand même qu'il y a des petits sujets un peu plus touchy que d'autres, en pédiatrie en l'occurrence, mais dans toutes les spécialités. Évidemment, la vaccination, on ne touche pas que des gens qui ont compris le principe, qui acceptent, donc on s'ouvre à la critique, et souvent c'est des gens qui viennent un peu en groupe en plus. Donc je parlais de ces sujets-là, évidemment. Ouais, voilà, le vaccin des enfants, elle a suscité beaucoup d'interrogations. C'est ça, la pédiatrie, on va parler aussi de la façon de coucher un enfant pour éviter la mort inattendue du nourrisson. Ça aussi, ça a beau être un sujet qui paraît tellement logique, mais en fait c'est pas logique pour tout le monde. On va parler aussi par exemple de naturopathie,
naturopathie, je sais pas, je donne l'exemple du collier d'ambre qui est un facteur de risque de mort inattendue du nourrisson, et pourtant en faisant une vidéo sur le collier d'ambre, on a encore beaucoup de gens qui disent mais laissez-nous tranquille, laissez-nous faire notre vie, et en fait nous on n'est pas là pour faire, on est là pour donner l'info, pour qu'on puisse nous dire ok j'étais au courant. Maintenant après chacun fait sa vie, hein, mais on s'ouvre avec les sujets touchy à quelques remontrances de temps en temps, je pense. Marine? Il faut quand même être solide pour s'exposer sur les réseaux sociaux. À mon niveau, moi, j'en ai cumulé, j'en ai des dizaines de milliers d'exemples en tête. Mais c'est un peu particulier aussi ma situation, parce que voilà, je suis pas juste une professionnelle de santé, et du coup, je n'ai pas que des gens qui s'intéressent à la santé qui me suivent. Donc j'ai vraiment du tout venant, et donc ça peut être effectivement parfois très, très difficile, hein. Il faut savoir se mettre une petite carapace, suivre ses propres directives, savoir où on va, pourquoi on le fait. Et donc la vaccination, oui, gros sujet. Moi j'adore parler de prévention, donc vaccination, dépistage, tout ça c'est mon dada. Et donc à chaque fois je sais que ça va susciter des réactions. Oui, ça va vivre à vidéo, bien sûr. Et un autre sujet aussi, oui, beaucoup effectivement la pharmaceutique, quoi, les laboratoires, si on parle de médicaments, d'antibiotiques, de choses comme ça, là, ça va susciter aussi beaucoup de réactions. Mais effectivement, je trouve que ça lance quand même le débat à chaque fois, et moi, je screenshot des petits commentaires ou des petites réactions, et puis je réagis derrière, comme ça fait effet boule de neige, et après c'est encore pire. Mais non, mais c'est le but. Voilà, c'est vrai, il faut savoir réagir, il faut parfois y aller un peu fort, utiliser des mots un peu forts pour dire non, ça c'est des conneries, ça veut rien dire, ça n'existe pas, on vous ment. Il faut savoir utiliser ces mots-là aussi. Oui, je suis entièrement d'accord. Laurent? Moi, je voulais juste dire, nous, on n'a plus 20 ans. Et ce qui est intéressant, quand tu es plus âgé, moi... Léa, elle a 23 ans. 23, voilà. Bon, la vingtaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un peu de bouteille, et même si on reçoit des critiques, nous, on est prêt à les recevoir. Et moi, j'essaye toujours de sensibiliser les jeunes, parce que je suis formateur aussi à l'IFMS à Montpellier. Et je leur dis toujours de faire très attention. Parce que plus tu es jeune, plus tu reçois des remarques. Je pense que ce qu'elle a dû recevoir, c'est Showtime. Et quand tu les reçois, quand tu es jeune, tu le prends argent comptant. Et c'est super difficile. Donc c'est pour ça que moi j'essaye. Moi j'ai 2 enfants, j'essaie de les sensibiliser, mais ils sont encore jeunes, de faire attention, qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si linéaire que ça. Tu vas sur Insta, tu fais une vidéo, c'est génial. Il n'y a pas que ça. Donc je pense qu'il faut essayer de faire attention aux enfants, aux jeunes. Voilà, c'est un peu mon credo, quoi. Léa? Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, là on vous montre une super facette des réseaux sociaux, de comment est-ce qu'on a pu utiliser l'algorithme des réseaux sociaux pour faire passer des super messages. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un sujet majeur de santé mentale. Et quand on diffuse des messages d'information et de prévention, parce que quand on a des jeunes qui flippent en commentaire, en fait il faut être là pour les rassurer, il faut être là pour répondre. Donc ça demande du temps de modération, ça demande d'avoir des équipes qui soient dédiées à ça, ou en tout cas de pouvoir allouer son temps à répondre. Et puis l'algorithme de TikTok et d'Instagram, il pousse pas que des trucs positifs, et assez souvent, notamment sur tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, on remarque qu'il y a une corrélation quand même importante. Et je crois que il faut que dans les prochaines années, les agences, les plateformes et l'État prennent un engagement là-dessus, parce qu'il y a un vrai sujet santé mentale sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que disait Marine juste avant. Vous avez un rôle de prévention qui me semble assez essentiel. On va passer à des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser aux uns et aux autres? Je vous passe le micro. Non, il n'y a pas de questions. Pourtant, il y a plein de monde. Ah oui. Voilà. Une. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup de votre présentation à tous et pour ce sujet important et intéressant. Moi, je suis élève directrice d'hôpital et je me pose la question de savoir, aujourd'hui, en tant que jeune, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, c'est absolument primordial dans notre quotidien et dans nos métiers aussi. Mais si le fait de poster sur les réseaux sociaux quand on a des grandes responsabilités et une image professionnelle aussi à avoir, ça peut pas être un frein dans les relations professionnelles. Merci.
Ça s'adresse presque à moi, cette question. Alors, hein, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait on est dans un monde de communication. Et il faut l'accepter, il faut qu'on soit présent. Et présent pourquoi? Pas pour raconter n'importe quoi, mais pour raconter la vie de l'hôpital d'une part, parce que c'est mon rôle comme directeur général de CHU, mais c'est aussi pour mettre en valeur la science, la médecine et ce que font les paramédicaux et les médecins au quotidien dans nos établissements de santé. Moi, j'y tiens beaucoup. Je suis très frappé de voir les conséquences des fake med sur les réseaux et que je trouve assez effrayantes en matière de santé mentale, justement, ou ce que ça peut impliquer chez certaines personnes. Donc moi, j'en prends ma part. Je fais tous les réseaux sociaux moi-même. D'ailleurs, ça me prend beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. Et franchement, j'ai 99% de retours très positifs et puis 1% de retours très négatifs. Mais comme on le disait tout à l'heure, il faut se blinder et pas tellement les écouter. Moi, je les lis pas, hein, donc de toute façon, je sais pas trop ce qu'on en dit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que nos intervenants ont envie de faire passer d'autres messages qu'on n'aurait pas fait passer encore jusqu'à présent? François-Xavier, voulez pas nous dire, nous faire une petite, non? Votre expérience de youtubeur, qui est très intéressante. Ouais, alors moi c'est encore autre chose parce que moi je viens surtout du monde de Twitter. Alors Twitter, c'est encore un réseau qui est beaucoup plus agressif pour le coup. Pour la vaccination, c'était très compliqué également parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un cercle de la communauté qui est là. Et en fait, dès qu'on dépasse le cercle, c'est là où c'est des gens qui ne nous connaissent pas. Et ce qui est difficile, notamment on l'a connu avec la période Covid, c'est d'avoir de la légitimité, de la crédibilité. Et ça se crée, en tout cas, tout le monde sera d'accord, au fur et à mesure avec le temps, en fait, avec la relation qu'on noue avec la communauté. Et c'est cette légitimité-là qui fait que les messages sont amplifié et Jules a totalement raison, on est totalement responsable de ce qu'on dit et ça peut avoir des effets néfastes, mais voilà, pour moi c'est essentiel en fait. Non, ça me fait juste penser à quelque chose dans la manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Effectivement, le besoin de vérifier et de faire passer de l'information précise et juste. Mais en fait, je pense que ce qui marche bien, c'est d'être transparent. Vraiment, c'est de raconter ce qu'on vit, quand on parle d'un sujet, de dire, de partager les informations. Mais si jamais on nous pose une question qu'on n'a pas la réponse, de dire je n'ai pas la réponse, je vais chercher l'information ou je vous redirige vers tel compte, tel site ou tel professionnel. Mais il faut vraiment toujours être transparent. Ça ne sert à rien d'essayer de prétendre avoir le savoir, la science infuse. Voilà, j'allais dire le savoir absolu, mais la science infuse, c'est plus joli. D'avoir la science infuse ou de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Voilà, et moi, j'en parle tout le temps. Je dis toujours, mon métier, c'est d'être médecin généraliste. Il y a plein de trucs que je ne sais pas et que je passe mon temps à chercher, à essayer de comprendre. Et donc, du coup, je pense qu'on crée cette relation de confiance avec les gens. Peut-être on leur redonne un peu confiance aux soignants parce que justement, on est des êtres humains, on leur montre nos forces et nos faiblesses et on est transparent dans notre manière de communiquer. Merci. Moi, j'allais juste changer de sujet en disant, enfin pas complètement, mais en disant, si vous avez envie de créer du contenu, on a besoin de créateurs de contenu parce qu'en fait, plus on est nombreux à essayer de faire ce type de travail, plus on offrira aux gens des sujets différents, des visions qui peuvent être différentes aussi. Hein. On a les mêmes sources, mais après, on a le droit de l'exprimer autrement. Et certes, ça prend du temps, beaucoup de temps, mais c'est passionnant et il y a plein de choses à faire. On rencontre des gens, c'est top, on a des opportunités dans notre travail, ça change notre quotidien parce que parfois on en a marre du boulot et en fait on rentre, on se dit je vais rebosser sur ce sujet parce que je vais en faire une vidéo et ça permet aussi de retrouver du goût dans certains axes de votre travail. Du coup, n'hésitez pas, on a tous commencé un jour et on a besoin d'être nombreux, je pense, à divulguer de la vraie information et de la bonne information. Merci beaucoup. Merci Marine, Léa, Jules, Laurent, François-Xavier. Merci à vous 4, à vous 5 pour ces présentations. Merci à toutes et à tous. Et puis, c'est filmé en vidéo et on le reverra cette séquence. Merci. Bonne journée.